Tout le monde aime l'idée d'un continent inexploré, d'un endroit resté secret, d'une civilisation qui pourrait guérir notre monde actuel. C'est ce que représente l'Atlantide pour tout le monde. L'histoire de l'Atlantide est fascinante à bien des égards. Il s'agit de l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire. Qu'est-il arrivé aux Atlantes? Que s'est-il produit? Et quand est-ce arrivé? C'est à ces questions qu'Ignatius Donnelly va tenter de répondre. En 1882, quelques années après la sortie de 20 000 lieues sous les mers, ce membre du Congrès américain publie à son tour un ouvrage qui va faire date, Atlantide, le monde antédiluvien. La première étude scientifique consacrée à la cité perdue. Bien que très cultivé, son auteur est connu pour ses idées excentriques. Ignatius Donnelly est un écrivain prolifique, omnubilé par l'idée de rendre la société meilleure. Et c'est dans cette quête qu'il décide, sans aucune formation scientifique ou universitaire, de se lancer à la recherche de l'Atlantide. Comme d'autres avant lui, Donnelly en est persuadé. L'Atlantide est une réalité historique. Reste à trouver la clé du mystère. Il va avoir une sorte de démarche scientifique en recoupant tous les documents qui, de près ou de loin, évoquent quelque chose qui pourrait ressembler à l'Atlantide. Il va donc comparer des textes de l'Antiquité, mais aussi de toutes les civilisations et de toutes les cultures, de toutes les langues. Et pour poursuivre sa démarche scientifique, il va aussi s'appuyer sur les premières recherches sous-marines océaniques, sur les découvertes que l'on fait dans les fonds de l'océan. On commence à comprendre qu'il y a des montagnes qui se cachent à l'intérieur de l'océan. Dans ses recherches scientifiques, Donnelly tire une première conclusion. Avant sa disparition, l'Atlantide se trouvait bien dans l'océan Atlantique. Ses plus hauts sommets émergeraient encore à l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui les Açores. Un archipel d'îles portugaises situé non loin du détroit de Gibraltar. Les mouvements géologiques et les bouleversements maritimes auraient causé son engloutissement. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Il affirme détenir la preuve que le royaume des Atlantes serait même le berceau de l'humanité. Ignatius Donnelly fait quelque chose d'assez inhabituel pour l'époque. Il a affirmé que l'on trouvait le même mythe fondateur dans plusieurs cultures. De la mythologie nordique jusqu'à l'hindouisme, en passant par le Nouveau Monde, toutes les civilisations partageraient le même mythe fondateur du déluge. Pour alimenter sa théorie, il rassemble de l'iconographie de nombreuses civilisations, fait des parallèles entre les langues parlées en Amérique du Sud, en Inde ou en Europe. C'est la toute première fois que quelqu'un fait une étude aussi vaste pour essayer de trouver une source unique de l'origine de l'humanité. Le mythe du Jardin d'Éden, le Jardin des Hespérides, les Champs-Élyséens, les jardins du roi des Phéniciens Alkinos, les Asgard scandinaves, ou encore les mythes égyptiens et helléniques. Tous feraient en fait référence à une seule et même histoire commune, l'Atlantide. Donnelly va arriver à une conclusion assez étonnante. Selon lui, les Atlantes qui auraient survécu au cataclysme se seraient installés à d'autres endroits et auraient fondé les grandes civilisations que nous connaissons. Ce seraient donc les survivants de l'Atlantide qui seraient à l'origine de la civilisation égyptienne, mais aussi des grandes civilisations précolombiennes au Mexique ou au Chili, par exemple. À sa sortie, Atlantide, le monde antédiluvien, est un immense succès commercial. Il apporte à son auteur une renommée internationale. Le livre de Donnelly a captivé l'imagination du public. En 1890, il avait été réédité plus de 20 fois aux États-Unis et au Royaume-Uni et traduit dans plusieurs langues. Au début du XXe siècle, la quête de l'Atlantide va même nourrir la dérive idéologique des extrêmes. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, il s'empare à son tour du mythe de la cité perdue. L'Atlantide
devient un pilier de sa propagande raciale. S'appuyant sur une théorie développée au XIXe siècle aux États-Unis, le chef du parti nazi affirme que les Aryens seraient les descendants directs de la civilisation atlante. Pour lui, les Atlantes sont à l'origine du peuple aryen. C'est ce qui serait d'ailleurs à la base de la pureté de leur race. Selon les nazis, après le naufrage de leur île, les survivants de l'Atlantide auraient migré vers des endroits plus sûrs de la planète, y compris sur le toit du monde, le Tibet. Mais au fil du temps, ces premiers Aryens auraient commis l'erreur de se mélanger à la population locale et auraient perdu leur pureté ethnique. Un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les nazis n'hésitent pas à déployer les grands moyens pour prouver leur théorie. En 1938, Heinrich Himmler, chef de la SS et fidèle du mysticisme allemand, envoie une équipe de 5 hommes au Tibet pour rechercher des preuves de l'existence de l'Atlantide et de la race aryenne. Sous couvert de l'étude scientifique des milieux naturels tibétains, l'équipe de 5 hommes recueille des milliers d'échantillons d'oiseaux, d'insectes, de plantes séchées et de graines. Nous sommes dans l'Allemagne nazie. Alors la science, mais aussi l'anthropologie et la médecine sont déformées par le prisme nazi. En réalité, c'est à la phrénologie, l'étude pseudo-scientifique du crâne humain, que les Allemands vont consacrer le plus de temps. L'équipe d'Himmler était obsédée par les fausses sciences de la phrénologie. Ils ont donc passé des heures et des jours à mesurer les traits du visage et les crânes des Tibétains pour essayer de prouver que les Aryens, et donc les Atlantes, s'étaient mélangés pour créer cette race. Trouver la preuve de ce passé aryen serait une véritable aubaine. Elle légitimerait aux yeux du monde leur rêve de conquête, quitte à manipuler la science pour y parvenir. Pour parfaire leur argumentaire, les nazis affirment par ailleurs que l'Atlantide originelle se situait en Allemagne, dans la mer du Nord, sur l'île d'Heligoland. Pour Himmler, la quête de l'Atlantide ne s'arrête pas là. Il a décidé qu'Heligoland, cette petite île située au large des côtes allemandes, doit être l'endroit où se trouve l'Atlantide. Alors il lance des fouilles sur place pour prouver que sa théorie est la bonne. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les campagnes de recherche prennent fin. Malgré l'absence de preuves tangibles, Hitler continue à croire en la suprématie de la race aryenne. Il est prêt à tout pour imposer sa vision au reste du monde. Mais la quête de l'Atlantide ne s'est pas arrêtée aux tentatives avortées des nazis. Au XIXe et au XXe siècle, les progrès technologiques et le développement de l'archéologie ouvrent la voie à de nouvelles hypothèses. Si l'Atlantide n'a peut-être jamais existé en tant que telle, on commence à penser que Platon se serait inspiré de faits réels pour écrire sa fable moraliste. Nous savons que la mythologie a joué un grand rôle pour Platon quand il a écrit La République. Il parle par exemple de l'Atlantide comme d'un lieu avant-gardiste qui existait il y a plus de 9000 ans, ce qui semble peu probable. Mais on peut aussi lire ces histoires en y cherchant des éléments réels. Souvent, dans les documents anciens, il existe un mélange entre des événements plus récents et des légendes. On peut donc tenter de dénouer ce qui est vrai de ce qui relève du mythe. Au cours des siècles, écrivains scientifiques et aventuriers du monde entier ont écumé le globe à la recherche d'une civilisation ou d'un morceau de terre qui aurait pu inspirer la société idéale de Platon, tous persuadés d'avoir trouvé la clé du mystère. Les théories se comptent par centaines. Comme le suggérait Ignatius Donnelly en son temps, l'Atlantide a ainsi été localisée aux Açores, mais aussi à Madère, sur les îles Canaries, au Cap-Vert, aux Bahamas, aux Bermudes
sur les îles Bimini, et même au-delà de l'océan Atlantique, la Sardaigne, l'Espagne, la Suède, l'Islande, la Tunisie ou l'Antarctique, à l'extrémité sud de la planète.